merci beaucoup pour l'invitation et puis merci aux deux orateurs précédents. J'ai appris beaucoup de choses. Moi, j'ai déjà gagné ma journée. Moi, je suis anesthésiste réanimateur au CHU de Nantes. Donc, vous avez compris, j'ai la chance maintenant de travailler avec Mohamed qui m'a transmis l'invitation. Et je travaille à la fois au bloc et dans la réanimation, dans laquelle on accueille les nouveau-nés en pré et en post-opératoire, donc de transposition des gros vaisseaux. Alors, je vais installer, excusez-moi, le chrono parce que pour éviter d'être trop bavard. Et puis, j'ai des choses qui ont été dites. Alors, hop, excusez-moi, pourquoi ça n'avance pas? J'ai un petit bug. Voilà. Excusez-moi. Donc, on va simplement, hein, comme l'ont fait les précédents, les transpositions des gros vaisseaux dans les guidelines, c'est un petit peu réfère à tout un spectre de maladies, mais pour bien préciser, je ne vais parler ici que de ce qu'on a parlé précédemment. Donc, les transpositions des gros vaisseaux, la forme simple qu'on entend, éventuellement associée à d'autres défects. En pratique, nous, je reviendrai un petit peu à la fin sur les effets centres et puis l'importance de monitorer les données dans chaque centre et éventuellement de collaborer avec des centres de plus grande envergure pour pallier à un effet centre qui pourrait classer le centre dans lequel on travaille dans un petit centre avec des résultats un petit peu moins bons. Vous allez voir de quelle manière on a essayé de pallier à notre activité qui est somme toute modeste avec une quinzaine de transpos des gros vaisseaux par an, toutes formes confondues. On est également un programme récent qui a une douzaine d'années. Et je ne parlerai pas des transpos vieillis puisque nous n'avons pas une grande expérience sur le sujet. Alors, en anesthésie et réanimation, pour les anesthésistes réanimateurs qui sont là, nous, on aime bien parler fonctionnel, puisque on aime bien la physiologie et on aime bien adapter nos thérapeutiques et nos drogues, notre anesthésie à la physiologie. Donc, si on se réfère à cette classification très simplifiée qui ne correspondrait pas éventuellement au cardiopédiatre, eh ben, c'est une lésion cyanogène avec un flot pulmonaire normal en période néonatale. Je passe ça. Donc voilà un petit peu le plan, ce qu'on peut discuter, puis je discuterai partout, notamment je ne discuterai pas de choses qui concernent vraiment la cardiopédiatrie, parce que je vais rester plutôt à la place d'anesthésiste réanimateur. Il y a des choses dans les transpos qui peuvent être intéressantes à noter et à discuter dès la période anténatale, avec des implications pour la naissance. Il y a des choses à discuter sur le lieu d'admission de ces nouveau-nés et puis du monitoring en période préopératoire. Il y a des choses très importantes qui se jouent dans la période préopératoire et puis avec des grands principes qui ont déjà été effleurés par le docteur Seraf avant, et je reviendrai là-dessus avec la vision un peu anesthésiste réa. On va aborder évidemment les questions de la stratégie anesthésique et de CEC un petit peu différemment de ce qui a pu être dit, avec un ordre un petit peu chronologique pendant notre CEC. Et puis, il y a quelques grands principes de la réanimation post-opératoire qu'on va pouvoir aborder. On finira par une petite vignette simplement pour dire que ces enfants-là, si on les opère, c'est pour qu'ils aient un développement à long terme qui soit normal par rapport à leur classe d'âge arrivée à l'école primaire. Alors voilà un petit peu, on a déjà parlé de cette circulation fœtale. Alors à chaque fois, je mets une petite vignette ici, cerveau, c'est un petit peu un de nos axes de recherche ici à Nantes. On essaye de toujours penser au devenir neurodéveloppemental de ces patients. Et alors une chose importante, ici en A, vous avez un cœur normal. Donc les saturations arrivent du placenta de la maman à peu près à 85%. Et puis le sang oxygéné passe pendant la vie anténatale à travers le foramen ovale, le canal artériel, et donc le cerveau d'un nouveau-né normal reçoit à peu près 65%, un sang oxygéné à peu près à 65%, ce qui n'est pas le cas des transpositions, et donc ce sont des nouveau-nés qui, dès la période anténatale, ont une vulnérabilité cérébrale finalement.
Et alors, c'est quelque chose qui devient très, très important pour les équipes qui s'intéressent aux conséquences, soit de la période préopératoire, soit de la chirurgie, soit du suivi post-opératoire sur le devenir neurologique et neurodéveloppemental. Et malheureusement, pour ces équipes dont je fais partie, eh bien, il faut dire que beaucoup de choses se jouent déjà dès la période anténatale. Et ça, c'est une étude assez importante qui montre, qui a fait une série d'IRM en fait, dès la naissance à ces enfants-là, et qui montre déjà une immaturité cérébrale dès la période préopératoire. Alors, à la fois, il ne faut pas dire que tout est joué, il faut considérer que ce sont des nouveau-nés qui ont une vulnérabilité périopératoire, et il va être très important de mener tout un tas d'interventions pour améliorer leur pronostic neurologique et donc assurer une oxygénation cérébrale optimale. Une fois que l'enfant est né, il doit évidemment s'adapter à la vie extra-utérine, et son adaptation à la vie extra-utérine, elle dépend essentiellement de la capacité d'avoir des zones de mixing, c'est-à-dire d'un mélange de sang oxygéné et désoxygéné. Alors, le mixing, il se fait à 3 niveaux chez ces nouveau-nés, à la fois au niveau du foramen ovale qui doit être le plus perméable possible, du canal artériel, et éventuellement, pour les 40% à peu près des enfants qui auront une CIV associée, ça se fait au niveau de cette CIV, donc VSD. La présence d'une CIV, c'est sûr que c'est très avantageux pour ces patients. Vous l'avez compris, on l'a dit avant. À la fois, ça améliore le mixing pour ces patients, même sans intervention. Ils vont survivre à la période néonatale sans intervention médicale éventuellement. Mais également, cette CIV, elle expose ici le VG à des pressions, à des résistances systémiques. Donc, on va avoir moins de déprécharge de ce VG qui vont pouvoir être opérés un peu plus tard dans la vie. Conséquence un petit peu de tout ça. Alors évidemment, en France actuellement, et je sais pas, je sais que j'ai eu des collègues marocains venir dans le centre, des collègues de Casablanca, qui s'intéressaient déjà pas mal au diagnostic anténatal. Donc, ce sont des choses qui progressent. Mais même en France, il y a encore des départements où on a 60% de diagnostic anténatal des transpositions des gros vaisseaux. Nous, on est dans un département où il y a un centre de chirurgie cardiaque. Alors, avec des obstétriciens, des radiologues plus habitués, on arrive à 80% de diagnostic anténatal. Idéalement, évidemment, la naissance dans un centre chirurgical, elle est idéale. Elle est idéale, pourquoi? Puisqu'on verra l'atrioseptostomie ou le Rashkin, donc BAS, c'est balloon atrioseptostomie. Elle peut être une urgence extrême pour 10 patients, et nous, on a connu, même dans le centre, dans les 10 années, là, depuis 10 années où j'y travaille, des patients qui sont nés naissance programmée dans un centre chirurgical et qui ont dû avoir, malgré ça, un Rashkin en extrême urgence, voire même une stabilisation préopératoire par ECMO. Donc, il est évident que l'absence de diagnostic anténatal conduit à un certain nombre de décès qui, parfois même, ne sont pas diagnostiqués comme des transports des gros vaisseaux. La naissance programmée, c'est quelque chose qu'on fait chez nous. On ne fait pas des césariennes programmées comme ça peut être préconisé dans certains centres. On fait par contre des déclenchements obstétricaux. On démarre ça dans la nuit, histoire que l'enfant naisse aux heures ouvrables, que les gens ne se déplacent pas la nuit pour faire le Rashkin. Mais sinon, évidemment, il y a un système d'astreinte et on le fait. Alors voilà un petit peu, maintenant je vous parle un petit peu de cette période préopératoire. J'ai vraiment une vision. C'est pas des explications satisfaisantes, mais on va faire simple. Alors, l'atrioseptostomie, elle est nécessaire, on en a parlé, parce qu'il faut assurer un mixing le plus adéquat possible, et ce, jusqu'à l'incision pour la chirurgie. Donc, une méthode très simple, la première, ça devrait être Rashkin. Souvent, les patients sont transférés dans les centres de cardiologie éventuellement sous prostine, mais il ne faut pas oublier que le meilleur endroit quand même pour faire le mixing, ça va être au niveau du septum interatrial. Donc, c'est une manœuvre qui va être nécessaire quand même chez près de 30 à 50%, pas nécessairement dans les 2 ou 4 premières heures, mais dans les 48 heures, on va dire, on arrive quand même assez, dans 30 à 50% à devoir faire ce Rashkin. Et il peut même être extrêmement urgent, on l'a déjà dit. Il peut être fait soit au lit du patient avec un support échographique,
Ça peut même être délocalisé parfois dans des endroits où il n'y a pas de recours au cardio-pédiatrique, mais habituellement, ce sont faits dans les centres de cardio et parfois même dans les zones de cathétérisme. Les indications, elles sont quand même assez larges et on retient pour ça un FOP restrictif, c'est-à-dire des vélocités supérieures à 1 mètre seconde à travers le FOP. Une acidose mal comprise, qui ne soit pas liée éventuellement aux circonstances de la naissance ou toute instabilité clinique. Donc, les indications sont finalement assez larges. Vision, là encore, avec le petit cerveau. L'objectif, c'est d'assurer un mixing. Et si on utilise un petit peu la vision à long terme du développement de ces enfants-là, un des objectifs importants, vous voyez ici sur ce schéma, c'est bon, d'abord, on va améliorer la SAT de ces patients. Les patients qui ont eu la trioceptostomie sont en gris ici, on améliore la SAT. Mais surtout, si on s'intéresse à leur oxygénation tissulaire cérébrale, eh ben, on va améliorer leur oxygénation tissulaire cérébrale, donc les amener à la chirurgie avec une situation qui est le plus adéquate possible pour le développement cérébral. Alors, la preuve, un petit peu de ce que je dis, pendant longtemps, on a considéré que la manœuvre de Rashkin était une manœuvre à risque neurologique, puisque on a tendance à créer des turbulences, envoyer quelques emboles dans la circulation systémique. D'après nos données personnelles, on fait beaucoup d'IRM aux patients à la fois pré- et post-opératoire pour des études, je vous présenterai plus tard. Les lésions périventriculaires préopératoires, qui sont fréquentes, à peu près un tiers des patients, sont quand même en général très liées plutôt à l'oxygénation cérébrale qu'au fait de faire ce Rashkin. Donc, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Autre moyen de stabilisation préopératoire, l'utilisation d'analogues des prostaglandines. Donc, on crée finalement un syndrome inflammatoire qui réouvre le canal. Voilà, soit on l'utilise pour assurer un mixing en attendant une atriosoptéostomie, soit on l'utilise après atriosoptéostomie si le mixing n'est pas suffisant. Et après atriosoptéostomie, en général, on essaye de réduire l'utilisation de la prostine. Pourquoi? Parce que ça crée un syndrome inflammatoire. C'est parfois un petit peu mal toléré. On a même quelquefois jusqu'à quelques mouvements anormaux, surtout chez les petits enfants. Et on a éventuellement des apnées centrales qui peuvent rarement, mais parfois, j'ai vu, faire intuber le patient en période préopératoire. Voilà, quelque chose d'assez important éventuellement pour l'anesthésiste, c'est de stratifier le risque. Ça peut être important, notamment dans le discours, le discours aux familles. Donc, stratification du risque préopératoire, on peut séparer ça un petit peu artificiellement en deux étapes. La première, éventuellement prédire une période préopératoire un petit peu compliquée. Ça va être le cas essentiellement chez les patients avec un petit point de naissance, donc on appelle en mauvais français RCIU, retard de croissance intra-utérin, et la prématurité. La présence d'un FOP restrictif et d'une hypertension néonatale persistante, donc persistent pulmonary hypertension of the newborn, sont aussi des facteurs de risque d'une période périopératoire un petit peu compliquée. Alors, j'insiste pas plus là-dessus, mais c'est vrai que la mortalité résiduelle, une bonne partie de la mortalité résiduelle quand même de ces patients-là réside dans, malheureusement, l'association d'une prématurité sévère à l'anomalie congénitale cardiaque, qui a priori n'a pas grand-chose à voir l'une avec l'autre, hein, même si on a vu que le cerveau de ces enfants était éventuellement un petit peu immature, il n'y a pas de raison qu'ils naissent prématurés ou avec un petit poids de naissance. Voilà, donc ça c'est pour une prédiction d'un parcours préopératoire éventuellement un petit peu difficile. Et il y a par contre une seconde chose qui va être importante pour l'équipe et puis pour les parents, ce qui est associé avec un risque chirurgical, donc une morbidité essentiellement, puisque la mortalité quand même maintenant devrait être assez faible. On revient sur le petit poids de naissance et la prématurité. Les anomalies coronariennes, pardon, on en a largement parlé. Donc là, l'anesthésiste ne fera rien sur ces anomalies coronariennes, évidemment, avec ces médicaments.
Les associations de défects, que ce soit VSD, bon, prolongent un petit peu l'acte, mais n'entraînent pas grand-chose en dehors de morbidité concernant des troubles de conduction à risque de pacemaker post-opératoire. Par contre, des obstacles gauche étagés ou une hypoplasie de l'arche entraînent quand même une morbidité significative post-opératoire. Un point important, quelques patients 6 à 12% à peu près ont une persistance, donc une anomalie de la transition vers la vie extra-utérine avec la persistance d'une hypertension pulmonaire qui peut d'ailleurs persister jusqu'à la période post-opératoire, même tardive. À ce moment-là, doit faire rechercher des diagnostics différentiels. Mais au stade préopératoire, il faut savoir reconnaître une hypertension persistante. Je vais essayer de vous le démontrer. Donc, l'augmentation et la persistance d'une augmentation des résistances pulmonaires, si on a bien suivi jusqu'à présent, ça va générer une augmentation donc d'un shunt de l'artère pulmonaire vers l'aorte. Donc, le cerveau va évidemment se retrouver un petit peu plus désoxygéné, mais surtout, on va avoir une diminution du retour veineux pulmonaire, donc une diminution de sang déoxygéné vers le ventricule gauche. Donc, on va avoir une diminution des SAT, une diminution des débits pulmonaires, et donc une diminution du retour de sang oxygéné, donc une diminution du mixing, qui va faire qu'on va avoir un cercle vicieux qui va s'installer. Et malgré l'utilisation, donc la qualité d'un bon FOP et l'utilisation de prostine, bon, on va avoir un défaut de mixing finalement par hypertension pulmonaire. Il faudra, si ce n'est pas assez clair, prendre le temps d'y réfléchir. Mais disons que c'est un cercle vicieux qui peut s'installer. Donc, il faut savoir parfois utiliser, ça a été signalé, du NO en période préopératoire pour stabiliser ces patients et éventuellement laisser le canal se restreindre pour diminuer cet effet de shunt de la paix vers l'aorte et favoriser le mixing. Donc là, ça devient, on va dire, quand même de la discussion de groupe avec les cardiopédiatres quand on est dans des situations comme ça. Petit mot qui est très anesthésie-réa, la nutrition préopératoire. On a, nous, tendance, on a une stratégie de nutrition qui est très libérale dans le centre et on monitore tout à fait les complications de ces enfants, dont les complications digestives et des épisodes d'entérocolite périopératoire. Donc, on est de notre côté tout à fait à l'aise avec les données les plus récentes de la littérature qui montrent qu'il n'y a pas une grosse association entre l'alimentation entérale, préopératoire, quel que soit le volume, on favorise le lait de mère, voire même le lait de donneuse, de maman donneuse de lait dans les lactariums, mais on n'a pas d'association avec des événements digestifs particuliers. Par contre, c'est des enfants, pour juste dire un mot de ce point-là, quand ils ont un obstacle gauche, quand même, on les renourrit en période post-opératoire, tout doucement, pour éviter des syndromes post-coarctation. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour ajouter cette petite vignette cerveau, puisque il n'y a pas de raison que dans ces pathologies-là, on n'applique pas un petit peu les règles de bienfaisance pour le développement de nouveau-né, d'être au maximum à proximité de ses parents. Donc, même avec un cathéter, même avec de la prostine, même avec du NO, ce sont des patients qu'on va essayer de favoriser la tétée et la présence de la maman. Et puis aussi, je n'oublie pas, comme sur la photo, le papa, qui peut être intéressant parfois. Finalement, le timing opératoire, ça a déjà été largement discuté, mais en gros, on va attendre qu'il y ait quand même un minimum de baisse des résistances pulmonaires néonatales et on va opérer avant, par contre, une déprécharge, un désentraînement du ventricule gauche. Donc, le timing opératoire, maintenant, il est assez bien démontré. Quel que soit, d'ailleurs, vous voyez les caractères, les mensurations et le poids de l'enfant, il est de manière standardisée assez bas. Bon, parfois, l'enfant est tellement prématuré que malheureusement, le risque opératoire devient majeur si on l'opère très rapidement. On va aller un petit peu au cœur du sujet maintenant, anesthésie et réanimation. Si on s'en tient aux guidelines, on ne va pas dire grand-chose. Finalement, les points essentiels, ça va être de maintenir un mixing jusqu'au dernier moment. Bon, nous, on arrête la prostine en rentrant au bloc opératoire et il faut quand même quelques minutes, quelques heures avant que le canal se ferme, donc on n'est pas trop inquiet de ça.
On va finalement avoir une anesthésie très standard. On va éviter les poussées d'HTAP et assurer des résistances systémiques le plus normal possible, puisque, évidemment, en cas de baisse des résistances trop brutales des résistances systémiques à l'induction, bah, on va entraîner un shunt droit, pulmonaire, artère pulmonaire vers aorte massif via le canal qui est resté ouvert. Autre grand principe, après la CEC, il faut considérer qu'on a un VG fragile, donc on va facilement monitorer les pressions dans l'oreillette gauche, facilement, vous allez voir, adopter une stratégie pour aider le VG. On va être très prudent également pour la même chose, hein, pour le fait de ce trouble de compliance du VG qui est rapidement acquis, faire très attention à notre stratégie de remplissage et vous allez voir comment on pratique pour ça très rapidement. Donc, l'induction anesthésique, je ne vais pas avoir à dire grand-chose. Les gens sont souvent en attente de protocoles standards tout faits. Ça va être assez décevant à ce moment-là pour les gens qui attendent un petit peu des protocoles. Moi-même, j'utilise des drogues très différentes, parfois tous les jours. Disons qu'il y a plusieurs façons de faire. Simplement, l'objectif, c'est d'assurer le meilleur mixing jusqu'au dernier moment et d'être très doux. Globalement, toutes les drogues qu'on utilise sont assez intéressantes puisque toutes presque baissent les résistances pulmonaires. Donc, à partir du moment où l'enfant est bien endormi, bien ventilé, il n'y a pas de raison qu'on ait de poussée d'hypertension pulmonaire à l'occasion de l'induction anesthésique, qui est plutôt un moment où on va baisser la résistance pulmonaire. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de faire attention à pas trop baisser les résistances vasculaires systémiques, encore une fois, pour garder le meilleur mixing possible jusqu'au dernier moment. Donc, une chose qui est possible, qu'on peut suggérer si l'enfant n'est pas perfusé, c'est de faire une indication inhalatoire douce qui va diminuer les résistances pulmonaires, pas trop prolonger avec un relais IV précoce pour éventuellement éviter de trop baisser les résistances vasculaires systémiques. Personnellement, j'utilise beaucoup de Dexdor, de dexmédetomidine, qui est très à la mode actuellement dans l'anesthésie des cardiopathies congénitales. Mais d'autres solutions sont évidemment possibles. Alors là, on va suivre, je vais vous montrer quelque chose que je trouve qui est très bien fait dans nos centres. Je le dis d'autant plus volontiers que ce n'est pas moi qui me suis occupé de cette partie, mais un de mes collègues. Donc là, c'est peut-être pas très bien représenté, mais c'est un tableur Excel qui est sécurisé, etc., qui est une prescription du priming. Et donc, l'anesthésiste chez nous est en charge de la CEC. Bon, c'est une responsabilité qui est partagée, comme vous le savez, avec les chirurgiens, mais on s'occupe de toutes ces données. Alors ici, vous voyez, j'ai créé donc un fichier, un priming pour le 25 novembre, c'est aujourd'hui, voilà, pour un petit patient donc, voilà, de Tanger, qui a 5 jours de vie, qui pèse 2,9 kg, 51 cm, et puis il a un hématocrite, ce qui est le cas en général à 5 jours de vie. Il a un hématocrite encore un petit peu élevé. Il a une protéinémie qu'on a mesurée sur un ionogramme à 60 grammes. Et donc, voilà un petit peu ce patient, on va lui prévoir son priming de CEC. Alors, on va avoir quelques soucis à anticiper. La première chose, comme vous voyez, cet enfant, on va lui calculer une masse sanguine de 247 millilitres et on a un priming, même si on a réduit la taille des canules, de l'oxygénateur, etc., qui est quand même finalement d'un volume égal à sa masse sanguine. Donc, on va avoir des problèmes d'hémodilution qu'il va falloir gérer et il y a un choix dans le priming à faire. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser nous chez nous? On va cibler finalement un hématocrite cible pendant la CEC. Et puis, à cet hématocrite cible, finalement, va correspondre un volume de concentré globulaire qu'on va ajouter dans notre priming. On va aussi viser une protidémie. Ce n'est pas toujours fait partout, mais on est assez vigilant à faire un priming d'une osmolarité qui soit la plus proche du patient en préopératoire, toujours à but de protection cérébrale. On va faire attention notamment à la natrémie et donc à l'osmolarité. Et on va ajouter donc de l'albumine à notre priming. On va volontiers alcanaliser notre priming, et ça a été évoqué, puisque le sang, même si on choisit du sang le plus frais possible, en général a tendance à avoir un priming qui soit un petit peu acide. Et vous voyez, comme on utilise la même masse sanguine que celle de l'enfant, ça a une importance. Et puis voilà ce que je peux dire dans un premier temps sur ce priming. La kaliémie, on en a parlé, les culots contiennent beaucoup de potassium. On peut éventuellement être amené à les filtrer avant la chirurgie.
Voilà déjà un petit peu tout ce qu'on peut dire sur ce priming pour lequel nous, on vise un objectif d'hématocrite et d'osmolarité. Petit aparté, on utilise de l'hexacyl sur des données récentes de la littérature, donc un antifibrinolytique, même chez les tout petits néonates. Ça a été longtemps contre-indiqué à cause de convulsions post-opératoires et on commence à avoir une bonne expérience, nous, du monitoring EEG pour 48 heures après l'intervention. Vous voyez ici sur un exemple d'un nouveau-né, il a un tracé qui est très déprimé, qui va se normaliser très rapidement. Ici, c'est 24 heures d'enregistrement qui sont représentées. On a même créé un score pour ça qu'on a publié dans d'autres contextes et qu'on utilise et qu'on va valider dans la chirurgie cardiaque. Et donc, on n'est pas inquiet des convulsions sur l'hexacyl. On utilise du mannitol, donc finalement, ça n'est rien d'autre qu'un diurétique. Et ça, l'utilisation du mannitol, finalement, c'est pas obligatoire, mais ce qui est important et ce qui est probablement obligatoire, c'est d'avoir un monitoring absolument parfait du bilan entrée-sortie en CEC. Et vous voyez que, alors ici, ce n'est pas un tout petit nouveau-né, hein. J'ai pris un autre patient, j'ai pris tout simplement le patient dont je me suis occupé hier, qui était une abso. On l'a filtré de 500 ml. Effectivement, pour un nouveau-né, on va en général filtrer de 300 ml. Par contre, ce qui est important, on est, nous, en tout cas à Nantes et dans d'autres centres, très vigilants à ce bilan des volumes. Et bon, là, c'est peut-être un peu abusif d'être au dixième de millilitre près, mais au moins à 5 ml près, 10 ml près, les perfusionnistes sont capables de nous rendre un volume. Vous voyez, on essaie de tout tenir compte et de bien monitorer tout ce qu'on apporte pendant la CEC et après. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il y a quand même un certain nombre d'arguments pour dire que le fluid overload impacte quand même la mortalité, morbidité surtout de ces patients. Les études en général tiennent compte des nourrissons, donc tout un tas de types de pathologies, mais c'est particulièrement vrai pour les transposés de gros vaisseaux qui sont en général les plus petits patients de ces séries. Et finalement, vous voyez que ce qui est intéressant, hein, c'est que en période intra-opératoire, c'est pour moi ce qui est le plus important, parce qu'en post-opératoire, la balance, elle peut aussi être liée à l'insuffisance rénale. Alors, on ne sait pas où est l'œuf, où est la poule. Par contre, ce qui est clair, c'est que là, le flux de balance intra-opératoire, c'est l'anesthésiste et le perfusionniste, le chirurgien qui l'ont choisi. Et clairement, les balances les plus strictes possibles sont quand même associées aux moindres complications. Et donc, je pense que dans tous les centres aujourd'hui, on est très vigilant là-dessus. Alors, on est très vigilant en période opératoire, mais ça ne servirait à rien d'être vigilant en période péropératoire et d'avoir une stratégie tout à fait libérale en réanimation. Donc, évidemment, cette stratégie, on l'utilise en réanimation aussi, c'est-à-dire qu'avant de faire un remplissage, on fait beaucoup de monitoring pour essayer de savoir si c'est pertinent de faire un remplissage. On monitore les lactates, la SVO2, on fait beaucoup d'échographies. On utilise, si besoin, si le cœur est un petit peu hyperdynamique, des vasopresseurs, un tout petit peu, et volontiers des méthoxynates, d'hydrocortisone. Et puis, avec cette technique, je peux dire qu'on n'a que 2 patients de ce type de nouveau-né avec transport hydrovesto qu'on a épuré. On a dû faire une épuration rénale en 10 ans. Vous avez vu que sur cette feuille, il n'y a pas de corticoïdes. Donc, on est sur un centre sans corticoïdes. C'est un serpent de mer dans la littérature, l'histoire des corticoïdes per CEC. Ici, un exemple qui va dans notre centre, qui ne va pas dans le sens d'utiliser des fortes doses d'hexaméthasone pendant la CEC. Vous pouvez trouver des essais, là, c'est quand même dans le JAMA, c'est quand même un très bel essai, mais enfin, vous pouvez trouver tout aussi beaux essais qui arriveraient à convaincre du contraire. Donc, nous, on n'a pas vraiment de parti pris. Par contre, c'est un de mes collègues qui s'occupe et qui s'intéresse très clairement à cette question de la réponse inflammatoire et surtout de l'immunosuppression subséquente à la CEC chez le nouveau-né. Donc, on commence à avoir plusieurs études sur ce sujet fort intéressant. En gros, le message, c'est que effectivement, l'inflammation et le niveau d'expression HLA-DR, qui est un marqueur donc l'inflammation monocytaire, effectivement, est associée aux infections hospitalières. Et on arrive comme ça à cibler des patients à risque d'infection, quelle que soit leur durée de CEC, la pathologie, et finalement, indépendamment de l'utilisation de corticoïdes. Par contre, ce qu'on fait très volontiers, c'est d'utiliser la cortisone aux doses entre guillemets de choc qu'on utilise chez le nouveau-né, donc 2 mg kg toutes les 6 heures.
en post-opératoire et on utilise très vite finalement l'hydrocortisone en post-opératoire dès qu'il y a, on va dire, un petit peu de travers dans la machinerie, dès qu'on monte les amines, dès qu'on remplit un petit peu ou dès qu'on utilise un petit peu de noradrénal. La cardioplégie, alors la cardioplégie, on peut en parler rapidement. Ça a déjà été évoqué. On utilise toutes les précautions qui ont été évoquées précédemment par les collègues qui en ont parlé. Simplement pour dire que pour juger de la qualité de la protection myocardique, ce n'est pas si évident. D'abord, il y a, si on fait des études ou si on regarde dans un service, ben, l'évolution de la troponine post-opératoire, elle est quand même intéressante pour juger de la protection myocardique. Et dans les études, c'est en général le critère de jugement principal. Ce qui est important dans un centre pour essayer de voir si on fait bien les choses, c'est quand même toujours d'avoir un regard sur ces résultats et de créer des critères composites de complications post-opératoires, notamment l'utilisation d'assistance circulatoire ou les scores vasoinotropes, le degré d'amine utilisé, qui peuvent être liés à des défauts de protection myocardique. Donc, il y a plusieurs types de cardioplégie qui ont été utilisés, notamment des cardioplégies avec ce qu'on appelle des single shots, c'est-à-dire que même pour des durées de CEC et de clampage un petit peu prolongées, des cardioplégies uniques, histoire de gagner du temps sur le temps total de CEC, ce qui finalement n'apparaît pas la meilleure des idées. Et moi, je ne suis pas spécialiste de cette question, mais je m'entretiens beaucoup de ces questions avec Mireille Bojane, qui travaille aujourd'hui à Marianne-Longue. Et finalement, ils sont restés à des cardioplégies finalement au sang, répétées, plus ou moins en hypothermie selon les chirurgies, ce qui n'est pas le cas pour les transports des gros vaisseaux. Et nous, on utilise également ce genre de choses. Ce à quoi on est vigilant, notamment dans une chirurgie qui va impliquer les coronaires éventuellement, c'est vraiment de monitorer et faire très attention au monitoring des pressions de cardioplégie. Donc ça, c'est une diapo qui n'est pas de la nôtre, parce que nous, on monitore nous les débits et on essaye de faire attention à ces pressions, mais ici, ça, c'est un diapo, une photo que j'ai fait avec l'équipe de Bordeaux qui, eux, monitorent beaucoup plus précisément les plégies. Le monitoring per CEC, très intéressant également. Ça, c'est une photo de notre salle d'opération. On ne voit pas forcément très bien. En gros, ce qu'on monitore chez ces nouveau-nés, c'est tout simplement la pression artérielle moyenne pendant la CEC. C'est clair qu'on se dit qu'à partir de certains seuils de PAM critiques, on va avoir des problèmes d'oxygénation cérébrale. On fait de la SVO2 continu, du NIRS avec du NIRS cérébral et éventuellement, pas toujours, parce qu'on n'a pas forcément une rigueur à ce point-là et c'est dommageable peut-être, des NIRS rénaux. Et puis, sous CEC, évidemment, on a tout un tas de paramètres de perfusion en continu. Alors, ça a été dit par M. Serrave juste avant. Effectivement, on partage cette idée qu'on a un objectif de débit cérébral avec la NIRS cérébrale, mais aussi un objectif de débit systémique qui, souvent, pour les atteindre, demande de monter un petit peu le débit de perfusion. Encore une publication d'ailleurs de Dr Bojane, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce gradient entre la circulation finalement systémique et cérébrale, s'il est important, est associé finalement, est un bon reflet finalement d'une perfusion des organes qui serait un petit peu non satisfaisante et qui s'associe, par exemple ici, le critère de jugement était une élévation du taux de lactate. Donc on va utiliser finalement comme monitoring per CEC un monitoring qui est largement multimodal, et avec un objectif d'une perfusion de l'ensemble du corps avec de bons débits de perfusion. Je fais quand même 2 diapos pour parler un petit peu de notre dada, puisqu'on a essayé de monter un modèle qui est capable de juger de manière non invasive la qualité de l'autorégulation cérébrale et du débit sanguin cérébral pendant la CEC en utilisant le volume total d'hémoglobine dans le cerveau qu'on mesure grâce à des NIRS. Donc, c'est un projet de recherche qu'on a monté, dont je suis le responsable ici. C'est d'ailleurs un plaidoyer un petit peu pour la normothermie, comme ça a été dit précédemment, puisque très clairement, quand on est en hypothermie, ce qu'on voit très clairement sur nos premiers résultats d'études, c'est qu'on a très clairement une abolition totale de cette fonction physiologique qui est l'autorégulation cérébrale, et donc il faut être très serré en pression artérielle quand on est en hypothermie. Bon, voilà un petit peu le monitoring qu'on peut avoir, on va dire, le plus abouti possible avec cet outil. On est capable, si vous voulez, sur la durée d'une chirurgie, bientôt en continu peut-être, d'afficher
des limites de pression optimale pour assurer le débit sanguin cérébral le plus optimal possible. Bon, on est un petit peu dans le futur et dans les données préliminaires. Ces études-là, on les fait évidemment avec de l'IRM, pré-op, post-op. C'est pour ça que dans l'introduction, je parlais déjà pas mal d'IRM. Sortie de CEC maintenant. Sortie de CEC, il y a une liste de check-up à faire et on doit être au maximum de feu vert. Et ça se fait en discussion avec le chirurgien, le perfusionniste, évidemment, à tout moment. On peut parfois être amené à utiliser une assistance de quelques minutes. On a, nous, je dois dire, par rapport aux chiffres qui ont été précédemment montrés, des durées quand même de CEC de clampage qui sont supérieures d'au moins 50% à Nantes. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on est obligé d'avoir un petit peu d'assistance post-CEC. C'est un moment pendant lequel on va surtout faire de l'échographie et s'assurer de la qualité de ce VG qui est devenu en position systémique. Et s'il y a un doute, à ce moment-là, on peut être amené à monitorer, à regarder un petit peu, faire des mesures à l'aiguille de pression. Mais dans le cas général, la qualité échographique va nous satisfaire pour se diriger vers une sortie de CEC. On a des hématocrites cibles en sortie de CEC qui sont un petit peu supranormaux. On a tendance à dire que ces patients cyanogènes avec un taux d'hématocrite un petit peu élevé en pré-op, on va le conserver. Donc, en pratique, on va sortir un patient à 12-13 grammes d'hémoglobine. On fait attention à l'homéostasie ionique. Alors, comme on fait, nous, de la filtration beaucoup, on utilise des solutés pour répléter en partie. On fait plus de filtration finalement que ce qu'on veut soustraire de volume. Donc, on réplète un petit peu de volume avec des solutés qui sont utilisés en dialyse, donc de l'hémosol ou des choses comme ça, et qui contiennent du calcium. Donc, on a une très bonne homéostasie ionique grâce à ça. On fait attention aux températures. Et vous allez le voir plus tard, on a une stratégie de débuter les amines sous pompe. Alors maintenant c'est une transition toute faite vers un peu les stratégies médicamenteuses de sortie de CEC, la transpo, c'est vraiment la pathologie pour laquelle a été le plus étudié ce low cardiac output syndrome et l'action préventive de l'utilisation de drogues comme la milrinone, qui sont des vasodilatateurs et des innovasodilatateurs en chirurgie cardiaque néonatale. Vous allez voir qu'on revient un petit peu quand même sur les doses initialement proposées. Mais cette étude, qui est l'étude Primacore, vous reconnaissez peut-être les auteurs, donc Hoffman et Vernowski, a été l'initiation, l'utilisation de la milrinone en prophylactique, en chirurgie cardiaque pédiatrique. Et je dis chirurgie cardiaque pédiatrique, même parce que les gens ont même tendance à dépasser un petit peu la population d'études initiale, qui était vraiment les petits enfants, petits nourrissons, pour appliquer ça un peu à tous les enfants au péri du cœur, ce qui n'est pas forcément une très bonne stratégie. Normalement, on est censé quand même adapter les amines au type de pathologie et à l'âge des patients. Donc ici, ce qui est intéressant dans cette étude, on voit un petit peu le profil avec les heures, un petit peu donc du low cardiac output syndrome. Vous voyez que grâce à l'utilisation de la milrinone, on a tendance à moindrement altérer l'hémodynamique de ces patients, qui survient autour de 6 à 12 heures. Et vous voyez qu'on réduisait l'incidence du low cardiac output syndrome défini par des différences artério-veineuses, donc des SVO2 basses, ou un taux de lactate un petit peu élevé. Et donc ça a été l'étude qui a été le préliminaire à la diffusion de la milrinone dans tous les centres un petit peu mondiaux. Mais alors, finalement, cette étude, elle date de 2003, donc c'est des données de avant 2000, quasiment, avant la publication. Donc ça a 20 ans aujourd'hui. Et en fait, sur les 20 dernières années, il y a quand même une belle progression de la stratégie globale pour ces patients, et notamment la stratégie péropératoire. Finalement, le low cardiac output syndrome, on ne l'observe plus si fréquemment que ça l'était, et peut-être plus avec les mêmes sévérités. Donc, il est probablement l'heure de refaire des études. Et si vous ne connaissez pas, je profite pour faire une pub pour la Congenital Heart Academy. Donc, c'est un peu ce que vous faites actuellement là à Tanger, mais au niveau des États-Unis. Et il y a une quinzaine de jours, il y avait donc
un débat très intéressant avec justement Vernowski, qui était l'auteur de l'essai Primacorp, et qui parlait de 20 ans plus tard, quelle adaptation il avait fait. Et donc, l'adaptation qu'il a fait, c'est qu'il utilise quand même des doses de milrinone largement moindres. Et puis, il a cité aussi des essais plus récents, finalement, qui reviennent un petit peu sur l'usage de la milrinone. Alors, l'usage de la milrinone, il n'est pas forcément remis en question. Par contre, sur les doses, et puis sur ce que c'est vraiment l'intensité du low cardiac output syndrome en 2020, eh ben, ça a un petit peu bougé et c'est plus tout à fait la même chose. Donc, on a modifié, on a diminué les doses de milrinone et on a changé de paradigme un petit peu. Là, une étude récente sur les pratiques, une évaluation des pratiques, quand même, vous allez voir donc finalement que le monitoring, il est multimodal dans beaucoup de centres. Ici, on a une centaine de centres à travers le monde qui sont interrogés. On a participé d'ailleurs comme beaucoup à cette étude. Et vous voyez que la plupart des temps, quand même, chez des patients à risque de bas débit post-opératoire, presque tout le monde va quand même utiliser une association milrinone-adrénaline avec un recours qui est de moins en moins rare à la noradrénaline. Si on est capable de prouver en post-opératoire avec un monitoring rigoureux qu'on est bien face à des résistances systémiques qui sont peut-être abaissées de façon excessive par un syndrome inflammatoire, par l'usage de la milrinone ou autre. Vous voyez également qu'il y a 50% de centres seulement qui utilisent des stéroïdes pendant la CEC et d'autres, la plupart même des stéroïdes après la CEC. Donc, notre pratique, mais il y en a d'autres, hein. L'important, c'est d'évaluer ces pratiques. On viendra là-dessus à la fin de la présentation. C'est milrinone systématique pour les transports de gros vaisseaux avec une infusion de 0,5 gamma kilo pendant 1 heure en fin de CEC. Toute petite dose d'adrénaline, il y en a très peu et assez rarement. Et par contre, ce qui me semble important, c'est d'entamer le sevrage de milrinone finalement assez précocement si tous les voyants sont ouverts en réanimation. Attention à la milrinone en cas d'insuffisance rénale. Et attention si HTAP, la milrinone a l'avantage d'être un médicament qui est un très bon antihypertenseur pulmonaire. Donc attention au sevrage dans ces cas-là. Question de l'ouverture ou de la fermeture sternale. Bon, c'est une question qui est quand même finalement assez simple. On a quand même moins de 20% de sternum ouvert dans une transpo simple. Peut-être, ça c'est sur 10 ans. Aujourd'hui, dans les 2 dernières années, vraiment, on a essayé de réduire et on n'a plus beaucoup de patients qui sont sternum ouverts, mais quand même à peu près 20%. Si quand même, selon un risque coronarien défini par le chirurgien très précis, avec un risque d'étirement et choses comme ça, on peut être amené à planifier l'ouverture sternale post-opératoire, enfin la non-fermeture plutôt, ou également s'il y a certains défects associés, type hypoplasie large, chirurgie longue, etc. Sinon, c'est en sortie de CEC qu'on va essayer, pareil, de faire un check-up avec le chirurgien. Comment est la fonction VD? Est-ce qu'on avait de l'HTAP? Comment est la compliance pulmonaire? Bref, on discute. Parfois, on peut être amené même à essayer une fermeture et de se laisser une petite demi-heure, voir comment ça se passe. C'est mieux quand même de planifier la non-fermeture que d'avoir à faire une réouverture en catastrophe dans le service la nuit, parce qu'en général, c'est des circonstances où on a eu un bas débit prolongé. Une petite note qui est un peu optimiste d'ailleurs sur cette attitude, c'est que aujourd'hui, une ouverture, laisser un sternum de façon planifiée 48 heures et fermer secondairement, finalement, si tout se passe bien, que grâce à ça, on a une très bonne hémodynamique, et ben, on va éviter une morbidité, notamment infectieuse. L'effet centre, alors ça peut être intéressant justement pour des centres qui sont un petit peu émergents. Alors ça, ce sont des données très anciennes de mortalité sur le switch, on n'est plus du tout là, mais c'est pour dire que, bon, finalement, hein, vous voyez, il y a un effet centre qui est très bien décrit derrière, de par le monde, sur cette pathologie-là, ce qui fait que ça devient une pathologie, même qui est une pathologie qui est marqueur pour la qualité d'un centre, un centre qui ouvre, un centre qui dure, etc. C'est une pathologie sur laquelle on aime bien avoir de bons résultats pour démontrer finalement la qualité de la cardiopédiatrie, de la qualité de l'accueil à la naissance, de la CEC et de la réanimation post-opératoire. Ce qui est intéressant, je pense, pour pallier à ces effets centres et pallier au temps nécessaire à les learning curves, c'est de travailler en collaboration, de faire du suivi de données et de publier les résultats de ces résultats, même si ce n'est pas une publication scientifique, mais au moins d'être sur des serveurs, être capable de partager les résultats.
L'objectif de ça, c'est de réagir très vite s'il y a des soucis et de se faire conseiller. Voilà, c'est un petit peu dans cet esprit qu'on travaille et qu'on publie les données. On est un centre bon, qui n'est plus un petit centre, qui est un centre moyen, en tout cas qui est un centre moyen dans cette base de données, nous, à laquelle on adhère, qui est la base de données européenne. Vous voyez, j'ai interrogé hier soir vite fait pour le topo un petit peu nos données, juste pour vous faire la démonstration de à quoi ça sert de donner, de montrer ces données. Bon, vous voyez, bon, on a 137 transpos tout type hein, qui sont dans notre base de données depuis sur 10 ans. J'ai fait sur 10 ans. La majorité, nous, des défects qu'on a, c'est des switches quand même isolés, et de temps en temps, disons une trentaine de pourcents avec des défects associés. Alors, on monitore évidemment notre mortalité globale à J30. Alors là, j'ai pris que les transpos de moins de 28 jours, parce que si j'ai quelques patients des transpos vieillis, je ne les ai pas incluses dans ces données. Et donc, bon, ce qui est important, vous voyez, ce qui est intéressant avec l'habitude d'enregistrer ces données, c'est de donner à l'occasion d'une présentation ou si c'est pour faire des analyses de mortalité dans le service, d'avoir des réponses rapides à des questions simples. Une petite différence quand même toujours, attention, dans ces papiers, hein, on parle toujours d'une mortalité très faible. En général, on parle de la mortalité à J30. Il y a quand même des morts subites à domicile chez ces patients, malgré des coroscanners qui sont satisfaisants, malgré des prises en charge périopératoires satisfaisantes. Ici, vous voyez, on a eu 2 patients finalement décédés sur ces 137 patients à l'intérieur du séjour hospitalier, mais autant sont décédés dans les 6 premiers mois de vie à domicile de mort subite. Ils sont quand même probablement liés à la pathologie. Le taux de complication, alors là, l'exhaustivité de notre base, elle est que depuis 2014, donc il y a 100 switches. Ça tombe très bien pour les pourcentages. On a eu un décès. Bon, vous voyez un petit peu quand même, il faut faire face quand même à plein de complications. Et puis, c'est là que l'expertise de réanimation rentre un petit peu en jeu. Évidemment, les patients avec des VSD, ils peuvent avoir un pacemaker, 3%, 3% aussi pour revenir au bloc, 9 patients avec des paralysés diaphragmatiques, ça fait des séjours sous ventilation non invasive prolongée, 2 patients avec épuration extra-rénale, etc., etc. ANE, c'est Acute Neurologic Event, donc stroke, césure, etc. Donc là, on en a beaucoup parce qu'évidemment, on les monitore beaucoup. Petite donnée simplement pour les réanimateurs éventuellement. Là aussi, ce genre de base de données, ça permet de regarder un petit peu si on n'est pas déviant par rapport aux données de la littérature sur le séjour hospitalier. Ici, je vous ai pris l'exemple de la durée de ventilation, mais je peux l'avoir avec la durée de séjour aux soins intensifs ou à l'hôpital. Et puis, ça permet de se comparer à d'autres centres au sein de la base ou à donner de la littérature ou lors comme ça de journée, de voir. Voilà. Donc, voilà. Alors, nous, on ne fait pas la durée effectivement de ventilation en jour, mais en tout cas, je sais que, vous voyez ici, c'est la médiane interquartile, c'est-à-dire que 25% de nos patients sont ventilés moins de 24 heures, tout confondu avec les défects, et la plupart, vous voyez, aux alentours de 48 heures. Donc, c'est un petit peu beaucoup. Ça m'avait un petit peu questionné. Et en fait, en allant un petit peu plus loin dans l'analyse de ces données, là, je vous ai montré 2 catégories de temps, mais vous voyez que pour les transpos, on est significatif sur la durée de ventilation, sur la deuxième partie, plutôt la deuxième période d'activité de notre centre. Et si je regarde les 3 dernières années, on est encore plus on est un petit peu plus bas, donc ça nous satisfait. Je pense que c'est un bon marqueur qualité, la durée de ventilation, beaucoup plus que les durées de séjour qui peuvent varier en fonction des places d'aval, etc. Et par exemple, on a un peu modifié notre stratégie globale, notamment pour les CIV où ça sort plus fortement que pour les transpos, avec un système de check-up, de feu vert, de visite en réanimation un peu multidisciplinaire. Et on a tendance tous maintenant à aller un peu plus vite vers l'extubation. Un tout petit mot sur le neurodéveloppement. Idéalement, c'est vrai que on travaille pour que tous ces enfants aient le meilleur développement possible. Ça pourrait en soi faire l'objet d'un topo d'une heure, cette question-là. Bon, ce qu'il faut évidemment, ce que j'ai compris de tout ce que j'ai pu lire sur le sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui influent le développement à long terme. Ce qui est intéressant, c'est que chacun, du coup, a sa partie à jouer.
dans ce travail. Bon, c'est une diapositive que j'avais fait pour l'ECMO, hein, mais que j'ai repris. Mais effectivement, la condition préopératoire, l'acte chirurgical lui-même, tout ce qui se passe à la réanimation, l'imagerie, tout ça sont des variables qui, indépendamment, peuvent avoir un rôle sur le suivi et le développement à long terme. Faut, je pense, jamais oublier que les parents, ils nous attendent sur la scolarité de l'enfant. Et puis finalement, aujourd'hui, probablement en 2020 et au-delà, maintenant qu'on a une mortalité et morbidité satisfaisante, il faut se diriger vers des stratégies qui vont améliorer encore plus le devenir de ces enfants-là. C'est ce qui a été fait d'ailleurs avec le registre parisien Picard, aujourd'hui, qui propose, et ça a été montré aussi très bien au Canada, propose un suivi systématique de ces enfants neurodéveloppemental avec des actions menées sur des cibles très fines de déficits éventuellement qui sont des déficits de sociabilisation ou de langage, des choses très fines, et qui semblent apporter des effets. Donc le suivi en tant que tel apporte un effet. Voilà. Je vous remercie. J'ai dépassé de 10 minutes et je m'excuse pour ça. Non, mais c'était un plaisir de vous écouter. C'est à moi de vous remercier pour la qualité de la présentation, qui a tout simplement été exhaustive, hein. Vous avez fait vraiment le tour de la question depuis la préparation de l'accouchement jusqu'à la sortie de la CEC, la réanimation, etc. Vous avez vraiment fait le tour de la question et je crois que vous nous avez comblé avec ça, avec la présentation que vous avez faite et je crois que l'audience partage le même avis que nous. Alors, on va passer tout de suite aux questions. Il y a Dr Fdouel Cheb, qui est une amie et qui est une chirurgien cardiaque ici au Maroc. Elle a de très, très bonnes bases en chirurgie cardiaque pédiatrique. Elle a été longtemps quand même à Lyon, aux côtés de professeur Jean Linet. Elle a des petites questions. Fdoua, tu es là? Tu veux pas poser tes questions directement? Allô? En attendant que Dr Fdouel Cheb se manifeste, je vais peut-être poser sa première question à sa place. Elle s'adresse à professeur Alain Serraf. Alors, elle aimerait savoir si on peut avoir des VG, des ventricules gauches déconditionnés chez des patients jeunes, c'est-à-dire admis pendant les 3 premières semaines de vie, particulièrement si on avait fait un Rashkin avec une grande ouverture du FOP. Est-ce possible d'avoir des VG déconditionnés à cet âge-là? Donc, je réponds à la question. Oui. Tout à fait. C'est des cas de figure qui peuvent exister. C'est rare, mais ça peut exister. On a été confronté à quelques cas comme ça. On a toujours fait un switch d'emblée. On était à moins de 3 semaines et à moins de 3 semaines, on calcule même pas la masse myocardique. On sait que d'emblée, si l'opération se réalise correctement, ce n'est pas une contre-indication. Mais ça existe. D'accord, parfait, très bien. Alors, sinon, il y a une autre question de la part de Dr Fdouel Cheb qui s'adresse à vous toujours, par rapport aux formes anatomiques. Y a-t-il une forme anatomique particulière, enfin des coronaires, je veux dire bien entendu, une forme anatomique coronaire qui vous poussera à proposer un sénine plutôt qu'un switch artériel? Question à 1000 euros. Ouais. Si vous voulez, je pense que lorsqu'on débute une activité ou qu'on n'a pas assez d'expérience, je pense que quand on a une anatomie coronaire avec un ostium unique et trajet interartériel, comme je vous ai montré dans l'une des diapos, je pense que lorsqu'on débute l'expérience, il vaut mieux ou alors envoyer le patient dans un centre qui a beaucoup plus d'expérience, ou si ce n'est pas possible, attendre et réaliser un sénile. Parce que c'est une des formes les plus difficiles, même pour les gens qui ont énormément d'expérience. Et malgré leur expérience, c'est encore dans ces formes qu'on retrouve la mortalité essentiellement. À partir du moment où vous avez une grande expérience, moi aujourd'hui, je n'ai aucune contre-indication au switch artériel. Pour moi, toutes les formes sont entre guillemets switchables. Mais j'admets, et ce n'est pas du tout une erreur ou on peut, dans des formes coronaires, encore une fois, je précise, la ostium unique, trajet interartériel et non intramural,
je pense qu'on peut tout à fait proposer un sailing ou un mustard. Parfait, parfait. En tout cas, j'ai adoré la vidéo sur votre présentation. Ça ressemble tout simplement à de la science-fiction. Ah bah oui, c'est exactement ça. C'était bien de préciser que la vidéo fait grossir les instruments. Il faut Ouais, imaginer ça à l'échelle du millimètre, ouais. un trajet intra-artériel. C'est vraiment très délicat et pour moi, c'est de la science-fiction tout simplement. Je vous félicite de pouvoir réparer de telles anomalies. Alors, si jamais on a un kick-in sur la coronaire droite en post-opératoire, on gère comment? C'est une ECMO, Alors, c'est… il y a plusieurs façons. D'abord, il faut en faire le diagnostic. Oui, Le diagnostic, il peut se faire très précocement parce que le myocarde n'est pas assez coloré. Vous avez une asymétrie de coloration du myocarde entre la gauche et la droite. Vous avez la vision directe de la réimplantation coronaire. Vous avez l'hémodynamique. Vous avez si c'est la coronaire droite, on risque d'avoir au début une petite, c'est pas évident, mais une petite défaillance droite avec une augmentation des pressions veineuses centrales et parfois des troubles du rythme, un sinus qui est pas parfait, l'anesthésiste qui vous dit j'ai besoin d'augmenter ma dose de drogue, c'est inhabituel à quelque chose qui se passe. Et donc là, encore une fois, je vous dis, moi j'utilise l'écho transœsophagien qui me permet de voir le débit coronaire et peut me dire, mon cardiologue peut me dire, là ça perfuse pas bien, c'est kinké, etc. Donc si vraiment on arrive au diagnostic, il y a deux choses l'une, ou alors il y a une technique très simple qui est de retendre la coronaire par des points qu'on va mettre sur l'aorte et sur la coronaire pour la faire remonter vers le haut. Ou si c'est vraiment un gros kinking, eh ben, il faut refaire, reclamper, refaire de la quadriplégie et la reposer ailleurs. d'accord, d'accord. Ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Sinon, une petite question pour professeur Lee. Alors, quand il s'agit de prendre en charge une transpo vieillie, sur quels critères vous allez vous baser entre réparer, faire un bonding, un cerclage de fitness pour préparer le ventricule gauche et puis un switch après, euh, par rapport à l'alternative de switcher tout de suite et éventuellement de sortir sous ECMO? Est-ce que vous avez des critères anatomiques, échocardiographiques qui vous permettent de faire au fait le choix entre ces deux alternatives? Si vous voulez bien réactiver le micro, cher Mohamed. On réactiver le micro. Voilà, très bien. Non, je disais que je suis vraiment beaucoup imprégné de Mylan Long. Donc, du coup, effectivement, l'échographie, un plan switch AG, même maintenant quand je pars à l'étranger, en Algérie ou ailleurs, c'est l'échographie d'abord. Il peut avoir 4 mois, 5 mois. J'ai trouvé un exemple bien précis, c'est dans une clinique algérienne, j'arrive, je vois, on me dit que est-ce que vous allez, il y a un enfant qui va avoir un sailing. Il avait 3 mois passés, non, 4 mois et demi. On m'a dit, est-ce que vous pouvez faire le sailing? Alors moi, je revois avec eux l'échographie. Cet enfant avait la chance, il y avait une sténose sur le ventricule gauche, sous pulmonaire. C'était une sorte de membrane. Et j'ai opéré, j'ai enlevé la membrane, il est extubé avant que je quitte. En fait, juste pour vous dire que je donne beaucoup d'importance, je regarde moi-même avec les cardiologues, je regarde l'échographie. Donc, du coup, je suis enfant de Mylan Long, donc, du coup, je donne beaucoup d'importance aux critères que j'ai déjà décrits, autrement dit, la masse indexée, le volume indexé, le rapport. Et on voit un petit peu l'aspect des parois aussi. Quand ils sont trop minces, même quand il n'a qu'un mois, ça peut ne pas passer. Et vous pouvez avoir aussi un enfant à l'extrême qui a peut-être 3 mois, mais qui a aussi des critères favorables de passer tout de suite en switch. Et il y a d'autres patients aussi, vous pouvez les cercler, ils ne veulent pas. Et vous êtes obligé de le faire le switch tout de suite. Je pense que M. Tiraf en a eu une fois. C'est un patient qui ne pouvait pas être cerclé. Hémodynamiquement, ça ne marchait pas. Et il a eu son… Je ne sais même pas si c'était d'origine indienne ou pas. Enfin, en tout cas, il a eu le switch. Première intention. Oui, si je peux intervenir sur cette question, effectivement, ce que dit Mohamed est tout à fait vrai. Il faut baser son indication non pas sur l'âge, mais sur les données, les critères échocardiographiques.
Maintenant, il y a un grand débat qui s'est ouvert sur la préparation ou bien le switch suivi d'une ECMO. Et de plus en plus, il y a des opinions qui disent que sur le long terme, le switch plus ECMO donne des meilleurs résultats en termes de fonction myocardique parce qu'il y a moins de fibrose, etc. Ce qui nous, à Marie-Lalonde, ce qui nous dérangeait, c'est que, comme vous le savez, vous avez vu dans les films et ceux qui le savent, le switch est très générateur d'hémorragie. Donc derrière, mettre une ECMO sur des kilomètres de suture, ça risque de saigner beaucoup et d'être amené à faire des transfusions massives, manipuler la coagulation, le Novocéven qui risque aussi de boucher les coronaires. Donc ça fait un peu apprenti sorcier. On avait, à Marie-Lalonde, en tous les cas, on était un peu réticent à avoir cette stratégie. Et de plus en plus aujourd'hui émerge une nouvelle forme de prise en charge post-opératoire dans ces malades, c'est de faire une assistance gauche uniquement. Puisque le ventricule droit, a priori, lui, n'est pas en péril, puisqu'il était en position sous-systémique et qu'on le passe en position sous-pulmonaire. Donc, lui, il ne risque pas d'être en péril. Par contre, le ventricule gauche, oui, il peut l'être. Donc, une des alternatives proposées, c'est de mettre une assistance gauche-gauche et tout simplement d'attendre sous contrôle de la pression atriale gauche et d'attendre progressivement quelques jours pour le sevrer. Cette approche est moins hémorragique et il n'y a pas besoin d'oxygénateur, donc le contact avec les lignes est moins important. C'est beaucoup plus doux comme approche. Personnellement, je ne l'ai pas encore fait parce que je n'ai pas eu l'occasion, mais ça peut être une option. Parfait. Parfait. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Alors, sinon, j'ai une autre question pour vous, cher professeur Alain Seraf. Elle vient de ma résidente, Dr Kautar Benjaoud, qui voudrait vous poser une question. À toi la parole, Kautar. Allô, Kautar, tu es là? Dr Kautar Benjaoud, tu es là? Alors, la question est posée par écrit. Kautar voudrait savoir, est-ce que vous utilisez systématiquement la technique de flap d'or? Oui. D'accord. Oui. Pas flap d'or, trappe d'or. Trappe d'or, pardon. Trappe d'or pour la coronaire gauche. Je dirais dans 99% des cas à gauche, à droite peut-être dans 10 ou 15% des cas. En général, comme je l'ai montré sur les diapos et le film, la coronaire droite, on la réimplante de façon un peu plus haute, à cheval sur la suture aortique, et pour la mettre justement pour pas qu'elle kink, pour la mettre sous tension. D'accord. D'accord. Ah, parfait, merci pour les éclaircissements. Sinon, ma question à Mohamed Ly, s'il te plaît. Finalement, à force de switcher les patients, et je dirais entre guillemets à tous les âges, que reste-t-il du seining, à votre avis? Le seining a encore une indication quand on ne peut pas switcher, mais surtout quand il y a des doubles switch. Ça aussi, c'est dans les doubles discordances, on a des doubles switch, oui. On utilise le seining. C'est pas tout à fait mort, hein. On le fait, et puis on a aussi des patients qu'on retrouve dans les missions humanitaires, ou surtout qui viennent par le biais de mécénat ou je ne sais pas, comme prochaine l'Esparlon, ce que je ne donnais pas, et qui sont âgés, mais pour lesquels le diagnostic, c'est une transpo, quoi, et qui survivent et ils arrivent, ils ont un certain âge, le diagnostic est redressé. Et je ne sais pas, M. Seraf, si vous avez des patients humanitaires du côté de la Palestine. Non, là, on est bien équipé, les patients viennent très tôt, mais c'est vrai que j'ai été confronté à des patients qui avaient des transpos. Je pense qu'au-delà de 2 ans, 3 ans, la préparation n'est pas valable. Et donc, ces patients, il faut leur faire une réparation en laitage atrial. Merci beaucoup, c'était très clair. Sinon, une dernière question peut-être pour Dr Pierre Bourgoin. Par rapport à la vulnérabilité cérébrale,
Docteur Pierre, vous êtes toujours là? Alors, par rapport à la vulnérabilité cérébrale, vous en avez bien parlé pendant votre topo. Quelles sont les mesures, peut-être les précautions à prendre de point de vue anesthésie et réanimation? Point de vue conduite aussi de la circulation extracorporelle. Je ne pense pas que docteur Bourgoin est toujours là parmi nous. Votre micro, cher Alain Seraf. Professeur Seraf, vous avez un commentaire à faire? Oui. Non, là, ça dépasse mes compétences. Je vais dire ce que tout le monde sait, mais j'ai l'impression qu'il est parti. Oui, oui. Bon, pour une fois, le réanimateur part avant les chirurgiens. Oui, mais c'est fréquent, hein, vous savez. Ah bon? Ah, ils sont les derniers à quitter l'hôpital, hein, ça c'est clair. Je suis très content, très ravi de vous avoir tous parmi nous. Très content de la qualité des présentations, de la qualité de l'échange qui a suivi par la suite. Oui, Mohamed. Oui, non, je voulais dire à M. Serf, est-ce qu'il y a une condition anatomique où on peut ou on n'est pas, on ne peut pas faire la manœuvre de Lecomte dans son switch artériel? Il y a beaucoup de gens qui disent que quand on a des vaisseaux côte à côte, ou bien alors lorsque il y a des formes de transpo à vaisseaux normoposés, entre guillemets, et que là, la manœuvre de Lecomte va aboutir, c'est pas qu'elle n'est pas possible, mais qu'elle ne va pas donner un bon résultat. Ils font pas de manœuvre de Lecomte. J'en ai vu certains. J'ai toujours fait une manœuvre de Lecomte dans toutes les formes. Quelle est ton expérience? J'ai vu une seule fois avec, c'était Aurore Jürgen. C'était un patient de Caen, et il ne lui a pas fait la manœuvre de Lecomte, mais je n'étais pas avec lui au bloc, donc je ne sais pas pourquoi et quels critères et quelles décisions l'amener à faire ça. OK. D'accord. Sinon, une question pour les deux chirurgiens que nous avons. Alors, apparemment, docteur Pierre Bourgoin a eu un bug. Il s'en excuse, il va essayer de revenir parmi nous. Mes chers professeurs, comment gérer un problème d'incongruence, vu que surtout quand on opère des formes tardives, on a des culots pulmonaires qui sont trop dilatés, comment on va pouvoir switcher ça techniquement? Vous avez des astuces à nous livrer? Mohamed? Oui, alors, c'est aussi fréquent quand il y a les transports XCIV qui dilatent souvent l'anneau pulmonaire, et en même temps, on fait des trappes d'or, on élargit. Alors, on triche beaucoup, de toute façon, dans ces cas-là. Et moi, j'avais vu, je ne sais pas si c'est avec vous, M. Saf, ou bien avec Billy, où il faisait une petite résection triangulaire, un petit peu plus haut que l'anneau quand même, et puis il suture, mais en arrière. Ça permettait un petit peu de réduire l'anneau, bien sûr, où est implanté l'anneau, le diamètre du cylindre proximal. Oui, dans les formes extrêmes d'incongruence, on a coutume de, ça se voit moins parce que c'est des malades qui venaient plus tard, mais on avait coutume de faire une résection triangulaire du sinus postérieur, c'est-à-dire celui où il n'y a pas les coronaires, et ça permettait de réduire la taille du cylindre aortique. Ça, c'est un. Et deuxièmement, comme vous l'avez vu dans la présentation, on fait beaucoup de traits de refend sur l'aorte ascendante. Oui. Et donc, au moment de la suture, on arrive à plus ou moins, en trichant, en resséquant et en faisant des traits de refend, on arrive à rétablir une continuité. Mais on n'a pas eu en post-op à souffrir de sténose supravalvulaire aortique, mais ça existe, c'est décrit. Justement, j'allais vous poser la question par rapport aux complications à moyen et à long terme de la transpo des gros vaisseaux, entre autres les sténoses anastomotiques. Mais qu'est-ce qui peut nous amener à réintervenir après un switch artériel? La sténose pulmonaire, je vous dis, on a appris à l'éviter en coupant l'artère pulmonaire non pas trop proche de la bifurcation pour que la suture ne grignote pas sur la bifurcation. Il faut absolument bien disséquer ces artères pulmonaires au moment de la manœuvre de Lecomte, que ça vienne de façon pas trop tirée au-dessus de l'aorte. Ça, c'est le premier point.
le patch de péricarde frais, pour nous, ça a été un élément important pour éviter le retour des sténoses pulmonaires. Et malgré tout, bon, on ne dit pas qu'il n'y en a plus, mais il y en a encore un petit peu. Aujourd'hui, les sténoses pulmonaires sont en grande majorité dilatées en salle de cathé. Je m'oppose aux cardiologues quand ils veulent mettre des stents. Je préfère réintervenir à ce moment-là parce que mettre un stent dans une artère pulmonaire d'un jeune enfant, c'est lui fixer son avenir sur les artères pulmonaires de façon gravissime, à mon avis. Par ailleurs, il y a des risques de compression coronaire qui sont pas négligeables. Ça, c'est donc, je dirais l'indication de réintervention, c'est quand il y a un gradient sur la voie gauche, sur l'artère pulmonaire qui va être supérieur à 50-60 mm de mercure systolique et qui ne réagit pas au cathé interventionnel. Ça, c'est pour la droite. Pour la gauche, bon, il y a des recoartations quand il y a eu une cure de coartation. En général, ça passe bien au cathé. Le principal tourmente qu'on a sur le long terme, et essentiellement dans les formes complexes, ce sont les fuites aortiques, les insuffisances valvulaires aortiques, et avec dilatation du culot néo-aortique. À ce moment-là, si la fuite n'est pas trop importante, mais il y a une bonne dilatation, on pose une indication d'intervention de Tyrone David, donc de remodeling de la racine aortique en conservant la valve. Si jamais la valve fuit beaucoup, c'est une intervention de Bentall. Et là, j'ai fait récemment une intervention de Bentall sur un enfant qui avait 8 ans, qui avait une énorme dilatation avec une grosse fuite. Voilà, donc ce sont ce type de complications essentiellement. CV résiduel, a priori, il ne devrait pas y en avoir. Fuite valvulaire, ça peut exister, mais c'est très rare. Essentiellement, la voie d'éjection droite ou la voie d'éjection gauche. Gauche, d'accord. Encore une question qui est posée par l'audience et qui s'adresse à professeur Lee. Quand vous faites un cerclage de préparation du ventricule gauche, vous ciblez quel gradient en péropératoire? Est-ce que vous utilisez une écho-transœsophagienne? Très bizarrement, non, je n'utilise ça, je ne monitore pas, je ne pique pas. Je suis habitué à aller au bloc et faire. En tout cas, je commence par la formule que j'avais donnée, c'est-à-dire que 21, donc c'est 21 plus 1 mm par kilo. Et en général, je le pose comme ça, j'essaie de ne pas trop forcer sur les clips parce que il faut donner le temps à cette préparation. Ce n'est pas de forcer tout de suite le ventricule qui est déjà dilaté, qui ne fonctionne pas, à se mettre dans des difficultés. Et je n'ai, bon, en ce moment-là, comme c'est à Milan que ça se passait, on n'a pas beaucoup d'échographie comme ici à Nantes où chaque patient a une échographie ETO. Mais par contre, si c'était dans les doubles discordantes et cerclages qui pour une autre indication, oui. D'accord, parfait. Donc, une procédure que vous avez l'habitude de mettre, 21 mm plus 1 mm par kilo, et voilà, généralement, ça donne le bon. Si je peux me permettre, 20 mm de gradient, ça suffit. 20 mm suffit. 20 mm de gradient sur le cerclage, au moment du cerclage, c'est suffisant. Une semaine après, à 50. Ah, d'accord. Oui, parce que ça doit être évolutif obligatoirement. Tout à fait. D'accord. Donc, éviter un cerclage trop serré, je dirais, en péropératoire, parce que il est amené à évoluer avec le temps. Tout à fait. D'accord. Et la moyenne pour réintervenir, pour le switch, pour proposer un switch, une semaine, 10 jours? Ça dépend des critères échographiques. C'est adapté à l'écho avec la masse. Oui. Mais globalement, c'est une semaine. Très bien. Parfait. On a la chance d'avoir une seule personne qui fait l'écho de façon répétitive, quasiment chaque jour. C'était M. Pio. Et donc, qui vous appelle, dit votre malade est prêt. D'accord. Bon, c'est un monitorage échographique. On réintervient quand les conditions anatomiques le permettent, quand ça devient favorable. Voilà. En moyenne, une semaine à 10 jours. Monsieur Saraf, est-ce que vous savez si l'IRM est utilisé pour suivre en tout cas ces ventricules gauches à long terme ou Oui, il y a eu des études américaines qui ont été faites et je pense que Vernovsky en faisait partie.
où ils ont montré qu'il y avait beaucoup de dysfonctions à long terme sur les VG préparés et d'hypertrophie et de fibrose, et qui retrouvaient aux IRM. C'est pour ça qu'ils ont proposé la méthode Switch ECMO pour éviter ce genre de complications à long terme. La fibrose. Effectivement, effectivement. Ça nous amène peut-être à poser une question plus ou moins évidente par rapport au devenir à moyen et à long terme entre ces deux alternatives, switch ECMO ou bien préparation par cerclage, après un switch en deuxième temps. À moyen et à long terme, justement, compte tenu entre autres de cette question de fibrose du ventricule gauche, pensez-vous que voilà, c'est un argument qui plaide en faveur d'une intervention de switch suivie d'un ECMO, d'une ECMO, pardon. Alors, je dis juste un mot. On aurait eu peut-être beaucoup de chance si on pouvait suivre nos malades parce qu'on a beaucoup plus de patients qu'ailleurs. Ils ont très peu de patients, mais ils arrivent à les suivre. Donc, moi, je dirais beaucoup plus qu'il y a des soucis de choix. Si on me disait saining ou faire rapide, enfin, de préparer le VG, mais entre les deux données, que ce soit tout de suite switch, ECMO, ou bien préparer puis switch. De toute façon, M. Seraf a donc donné quasiment quelque chose qui existe dans la littérature, puisque les Américains donc, le déterminent. Je l'ai trouvé dans une série de Boston, effectivement, Boutin, qui parle de ça, effectivement. Donc, maintenant, il faut peut-être switcher et faire l'ECMO. Alors, la série de l'Inde, eux, ils ont leurs 55 patients, ils ont quasiment tout switché. Et je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'ECMO. Ils ont switché, mais ils se sont retrouvés avec des indications quand ils sont arrivés pour faire l'ECMO. Je pense que c'était un peu tard parce qu'ils n'ont pu sauver qu'un. Par contre, les autres, ils ont eu des temps de ventilation très prolongés. Très, très prolongés. Et il y en a eu des problèmes d'infection pulmonaire, mais ils pensent que la seule alternative, c'est les drogues et la ventilation prolongée. Je pense aussi que c'est un problème de disponibilité d'ECMO. Oh, certainement. Juste, je voudrais rajouter, c'est que il faut pas que on fasse un switch qui anatomiquement est satisfaisant, mais que l'ECMO tue le patient derrière. Donc il faut se mettre dans les meilleures conditions pour que le patient survive. D'où le dilemme pour les uns et les autres de savoir si dans notre centre le switch plus ECMO a plus de chances de survivre ou pas. Oui. C'est une bonne question, effectivement. Docteur Pierre Bourgoin est de nouveau avec nous. J'ai une petite question pour vous. Je sais qu'il commence à faire tard. C'est la nuit qui commence à tomber. Peut-être une dernière question. Par rapport à la dialyse péritoniale, c'est du systématique à la sortie du bloc, c'est en post-opératoire en réanimation, c'est en fonction de l'évolution. Vous avez des critères par rapport à ça? Alors, je pense que je l'ai montré dans les Malheureusement, on ne vous reçoit pas, docteur Pierre Bourgoin. Est-ce qu'il y a peut-être un souci de connexion? Je pense que oui. Oui. Bon, ma question, c'était par rapport à la dialyse péritoniale. Ici, à Nantes, non. Il n'y a pas de dialyse péritoniale depuis que je suis arrivé. D'accord. En fait, je n'ai que 6 mois pour le moment, donc ce n'est pas vraiment une pratique courante. D'accord. Parce qu'effectivement, il y a quelques chirurgiens qui pensent à mettre un cathé systématiquement à la sortie du bloc. Alors, ils ont la facilité aussi de filtrer les patients assez facilement. Donc, je pense que ça, c'est une autre alternative qui fait que de ne pas laisser un cathéter. Mais dans la littérature, quand on lit beaucoup la littérature anglo-saxonne, on voit pratiquement qu'ils parlent toujours de dialyse péritoniale. Mais ici à Nantes, non, je n'ai pas vu. Et puis à Maine-la-Longue aussi, ce n'était pas une pratique courante.
mais on arrive à filtrer les patients facilement. D'accord, très bien, très bien. OK. Bon, ben, je crois que on peut clôturer cette session qui était très riche par vos communications, vos présentations, mais riche aussi par la discussion, par la question du public. On a frôlé la quarantaine. C'était un public assez averti, des chirurgiens cardiaques, des cardiopédiatres aussi parmi nous et quelques anesthésistes et réanimateurs. Donc, au nom du bureau de la Tangier Heart and Vascular Academy, du public ici présent, je tiens à vous remercier vivement, mes chers maîtres, professeur Alain Serraf, professeur Mohamed Ly et docteur Pierre Bourgoin. Je vous dis que vous avez illuminé notre académie et que voilà, vous serez toujours les bienvenus. Vous revenez quand vous voulez, éventuellement avec des thématiques de votre choix. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir. J'étais ravi de vous revoir. Ah bah, je vous aurai au téléphone demain si vous avez un petit moment, cher Mohamed. Ok, d'accord. Très bien, parfait. Passez une bonne soirée. Au revoir. Merci. À très bientôt.